Tout bon. Butry-sur-Oise est le départ d'une petite ligne en voie d'un mètre, était le départ d'une ligne en voie d'un mètre qui permettait de relier Valmondois, gare SNCF où partait le train, qui était en correspondance avec le réseau Nord, et donc Marines, qui se trouve à 22 km de chez nous. Cette ligne a été construite pour desservir donc la vallée du Sausson et les plateaux du Vexin. Sur cette ligne, on transportait entre autres des betteraves, comme la plupart des chemins de fer de l'époque, les pierres, parce qu'il y avait pas mal de carrières de pierres de taille qui permettaient de construire les habitations du secteur, et bien sûr les voyageurs. Donc de là à la fin, Marine, on avait construit une ligne pour raccorder le réseau ouest, donc en gare de Chars, c'est une ligne qui faisait environ 3,5 km. À Chars, on avait une correspondance donc avec le réseau qui venait de Saint-Lazare et une branche qui partait sur Magny-en-Vexin, qui était distante de 12 km. À Magny, on avait à nouveau une correspondance avec un réseau qui s'appelait les CGB, Chemin de fer de grande banlieue, qui desservait donc toute la région ouest, nord-ouest de Paris. Donc une branche descendait jusqu'à Cergy-Pontoise, Pontoise même directement le long des quais, et de l'autre côté on descendait sur Meulan, Poissy et Port-Marly. À Port-Marly, il y avait même donc, comme il y avait pas mal de maraîchers à l'époque, même à l'heure actuelle, il y avait donc une voie qui avait été raccordée au tramway parisien et qui permettait la desserte des Halles jusqu'en 1937. C'est-à-dire que jusqu'en 1937, toutes les nuits, parce que donc pour ne pas trop gêner la circulation et les gens le jour, il y avait un ou deux trains à vapeur qui desservaient donc les Halles, alors de passer autour de l'Arc de Triomphe, et ça a duré jusqu'en 1937. Après c'est devenu gênant, on a tout supprimé. Donc petit à petit, ces réseaux sont devenus, devant la concurrence automobile, non rentables, ou dit non rentables, et on les a fermés petit à petit. Alors ici, on a fermé le réseau en 1949, et la voie a été déposée en 1951. De là, forcément, la petite branche qui allait de Marine à Chars a été fermée peu de temps après. Par contre, celle de Magny a duré jusqu'en 1989 pour vraiment le dernier train, qui était un train d'adieu à la ligne. Mais sinon, tout le réseau des CGB en 1950-55 également a été fermé. Donc de tout ce réseau, de tout ce maillage de voies qu'il y avait, il ne reste finalement plus rien, sinon les grandes lignes, la ligne de Creil à Paris qui est à côté, et celle de Gisors à Dieppe qui passe donc à Chars. En 1949, lorsque le train a été supprimé, il a bien fallu remplacer le service ferroviaire par un service de car. Et donc il y a une compagnie qui s'est installée pour assurer ces navettes. Malheureusement, comme les rues étaient tellement étroites et les virages tellement serrés dans la vallée, qu'au bout de quelques années, on les a supprimés également parce que c'était pas rentable. Et puis c'était tellement lent que personne ne prenait les cars. Donc les gens de la vallée se sont retrouvés finalement sans le train et sans les autocars non plus. Donc malgré tout, la compagnie de cars de l'époque est restée dans l'emprise du chemin de fer, puisque donc tout avait été ferraillé et démonté. Et le dépôt de cars est resté jusqu'en 1976, date à laquelle ils ont souhaité quitter les lieux pour s'agrandir. Et donc à la même période, le hasard a fait que quelques bénévoles ont trouvé 2 locomotives à vapeur dans la Sarthe, tout près du Mans, chez un ferrailleur, qui les avait gardées, mais il n'avait pas voulu les découper, sans doute ça devait lui faire mal au cœur. Elles étaient dans un bois abandonné depuis 1947, fermeture des réseaux des tramways de la Sarthe, et elles ont été rapatriées sur la région parisienne. Et il y a eu un accord qui a été conclu entre le Conseil général du Val d'Oise, qui était propriétaire des terrains, et l'association qui venait de se créer et l'ancien locataire, pour qu'il y ait simplement un échange de noms, et pour le franc symbolique, on nous a loué tous les terrains, les emprises dans l'ancienne gare de Butry-sur-Oise, et du premier kilomètre de ligne jusqu'à Valmondois.
Le but et puis les particularités de notre association, et dans les statuts d'ailleurs les termes l'expliquent bien, c'est récupérer, restaurer et remettre en état de marche dans son état d'origine les véhicules que l'on peut découvrir à droite ou à gauche. Actuellement en France, des locaux à vapeur pratiquement c'est pas introuvable, on sait qu'il en reste quelques-unes chez des collectionneurs, mais vraiment sauvables, ça devient assez rare parce que bon, presque tout a été récupéré, et ce qui reste, ou alors c'est vraiment en très très mauvais état et ça dépasse après des sommes astronomiques pour être mis sur roue, ce qui rien n'est impossible de toute façon à notre époque avec les techniques. Maintenant tout est faisable, hein, il n'y a absolument pas de problème. Mais surtout pour les voitures voyageurs, on trouve ça chez les particuliers. C'est la chose curieuse, c'est que à la fermeture des réseaux dans les années 40 à 50, les caisses de voitures donc étaient soit brûlées, soit démolies ou tout simplement vendues à des particuliers qui en faisaient des cabanes de jardin, parce que les ferrailleurs récupéraient les châssis pour donc récupérer la ferraille. Alors donc dans toute la France, on draine un petit peu tout ce que l'on peut connaître comme réseau, puis on essaye de voir les anciennes gares, si des fois il n'y a pas une cabane de jardin qui n'est pas une voiture voyageur. Et c'est vrai que comme on a l'esprit un petit peu déformé par notre passion, bah, dès qu'on voit un cabanon, maintenant on s'arrête, on regarde si le toit ça n'a pas la forme d'une voiture, ou si c'est bien en bois tôlé, et donc c'est comme ça qu'on trouve les voitures. On a réussi à réunir en 23 ans d'existence environ 90 pièces dans la collection, dont 10 locaux à vapeur. Sur les 10, il y en a 3 qui sont fonctionnels et une qui va bientôt l'être, qui est arrêtée parce que mécaniquement elle est usée, mais sinon au niveau chaudière elle est bonne. On a environ 25-27 voitures voyageurs, et sur ces 27 voitures, on a environ 9 voitures de restaurées à ce jour. On a 3 diesels qui sont en état et 2 qui sont en attente. Donc c'est une collection qui a permis d'illustrer ce qui se faisait sur les chemins de fer secondaires, les petits secondaires de l'époque, hein, puisque en France on trouvait finalement 3 types de chemins de fer. Le grand chemin de fer, ce qu'on appelle maintenant la SNCF, le chemin de fer métrique, le tortillard, qui était des fois départemental, donc le gros départemental, et nous qui représentons les petits départementaux. C'est-à-dire que c'est du matériel qui en principe ne fait pas plus de 2,20 m, 2,30 m de large, pour donc une voie métrique, et qui est un peu tout petit gabarit qui permettait donc d'être très économique à la construction et à l'entretien. En principe, ces voitures, quand on les récupère, enfin les caisses, c'est souvent c'est cadeau. Alors après, pour les restaurer, il faut compter environ 6 mois à 1 an de travail. Et pour le châssis, environ 6 mois. Actuellement, on fonctionne disons en restauration 2 jours par semaine vraiment. Le mercredi, où il y a une équipe environ de 5-6 personnes qui sont soit retraitées, pré-retraitées ou avec les RTT qui viennent donc travailler sur le matériel. Et le samedi, où vraiment il y a une grosse équipe qui vient travailler.
Alors tous ces gens, bon, bah, ils sont issus de tous les milieux. On a des prothésistes dentaires, on a des profs de lycée technique, on a des retraités de la police, on a des cuisiniers, enfin vraiment on a tous les corps de métier. En cheminot finalement on n'en a que deux, on en avait un qui travaillait à l'époque dans les freins, dans les essais, et un autre qui a conduit le TGV jusqu'à 2 ans, et puis c'est tout. Finalement nous on a très peu de cheminots, on n'a que des gens vraiment passionnés par le chemin de fer, ou des fois simplement par le bricolage, et puis qui dans leur appartement ne peuvent pas se permettre de bricoler parce qu'on va pas refaire les murs tous les jours, donc ils viennent se défouler ici, et donc c'est la restauration qui les occupe. Ça c'est l'équivalent des banquettes d'origine. Voilà, c'est l'équivalent, sauf qu'à l'origine elles étaient en cuir et remplies de crânes de cheval. On avait que, comment dirais-je, des renseignements par les anciens propriétaires. Elles étaient marron, de la même couleur que le bois, c'est tout ce qu'on avait. Donc fallait que ça soit utilitaire, puisque donc les gens vont s'asseoir dessus. Fallait que ça soit rationnel et que ça ait un aspect un petit peu ancien. Bon là c'est vrai que ça fait un peu neuf peut-être, va falloir que ça se patine un petit peu. Bon, je pense qu'on ne doit pas être trop mal, quoi. En tout cas, on est déjà bien assis, apparemment, et ça, c'est déjà bien. On peut essayer de la finir. Pour souder, pour venir en bout, là. De toute manière, il va falloir rectifier parce qu'elle n'est pas droite. Oh, tu sais, il n'y a pas... Ouais, elle descend, mais enfin. Bah non, justement. Ouais, mais là, regarde Jean. Ah bah oui, automatiquement. Hein, ça... Non, mais on va prendre un chalumeau, puis on va lui chauffer le coin de la tête. Alors voilà avec quoi qu'on travaille, on a pris ça comme plan sur une photo d'époque. Donc là on voit légèrement la rambarde, mais on voit pas nous. Et puis une autre photo à l'intérieur. Ouais. Et celle-là aussi. Alors après bon, ça nous donne à peu près un ordre d'idée de la forme et tout, donc après on adapte sur place quoi, pour que ça essaye de ressembler comme à l'origine. C'est ce qui nous manque le plus, on des plans d'origine, quoi. Sinon on pourrait travailler beaucoup plus facilement, quoi. Et en contrepartie, ce qu'on fait, on a un collègue qui est un peu spécialiste au niveau des plans, donc à chaque fois qu'on fabrique quelque chose, il prend des cotes et tout, il nous le met sur plan, puis on archive. Comme ça, dans l'avenir, les gens, s'ils veulent bricoler, ils sauront comment on a fait et tout, mais ce sera beaucoup plus facile pour eux. C'est un complément de sauvegarder le patrimoine. Pendant 23 ans, on a été là, on n'a jamais découvert une pièce de l'ancien chemin de fer et du Valmondois-Marine. Et il y a maintenant 1 an et demi, lors d'un festival, il y a un monsieur qui vient nous voir, qui vient prendre le train. Ah, c'est sympa ce que vous faites et tout, mais vous savez pas, juste à Nesle-la-Vallée où j'habite, là, il y a une voiture voyageur qui est dans la forêt, elle est juste à côté de chez moi. Ah bon, non, bah non. Alors ça nous a semblé un peu bizarre parce qu'en 20 ans personne ne nous en avait jamais parlé. Et puis bon, il arrive comme ça. Bon, il nous a donné ses coordonnées, son adresse, et puis donc on a pris rendez-vous avec lui et puis on est allé voir. Et effectivement, on a découvert donc cette caisse du Valmondois-Marine qui doit faire quelque chose comme 14 mètres de long. C'est une voiture d'ailleurs pour l'histoire qui date de 1926, je crois, qui roulait sur un chemin de fer qui était dans l'est de la France, du côté de Toul. Et donc elle a été ramenée ici pour l'exploitation. Et cette voiture a été vendue à un particulier qui, d'ailleurs, en avait acheté 2 à l'époque. Une pour faire un chenil, parce qu'il élevait les chiens, et l'autre donc qui est encore là et que l'on doit récupérer prochainement. Donc c'est encore un exemple comment on peut avoir une voiture, comment on peut trouver une voiture. Et c'est vrai que dans la région on avait cherché un petit peu partout, mais comme on est dans une région où il y a beaucoup de forêts, c'est vrai que avant de trouver le sentier qui mène à une voiture, c'est quand même pas facile, quoi. Et là c'est vraiment le hasard et la chance, quoi. Donc pour nous c'est un témoin de l'ancienne ligne et on va le sauver dès qu'on va pouvoir. Donc on va vous faire la visite de la voiture, enfin ce qui reste pour l'instant. Donc c'était une voiture qui était, comment dirais-je, qui avait une plateforme centrale mais décentrée. Elle avait d'un côté des banquettes doubles, donc 2 places sur les extrémités et 4 places dos à dos. Donc elle en avait sur toute la longueur. Elle était compartimentée, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait une cloison qui séparait 2 compartiments. Je ne sais plus de mémoire si c'est 2e et 1re classe ou 2e et 3e classe. Aux extrémités, donc on retrouve à chaque extrémité un trou qui est dans la cloison. Ce trou, c'était la lanterne de fin de convoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait donc une lanterne intérieure qui servait donc à éclairer, qui était à pétrole.
Et il y avait un système souvent de disques de couleurs qui permettait de mettre un disque rouge, comme ça on savait que c'était le dernier wagon s'il y avait un train qui suivait. C'est pas déjà les sécurités à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on peut voir encore? Vous voyez, il reste encore des morceaux de fenêtres, petites coulisses. C'est vrai que c'est pas terrible, mais enfin ça existe. Hein. On a donc les modèles pour refaire, c'est de ça que l'on repart, c'est tous ces petits éléments qu'on se sert pour la reconstruction. Donc on aperçoit le long des cloisons des tenons par ici, par exemple, ici aussi, là. Tous ces tenons, ce sont l'emplacement des banquettes. Donc là on voit bien, enfin on voit assez bien sur le bois. Donc il y avait la trace de la banquette qui descendait jusqu'ici. Et là on retrouve l'arrondi du siège avec le bord qui était donc arrondi aussi. Et juste en dessous d'ailleurs, on retrouve le timbre fiscal parce que ces voitures, donc les compagnies ou les constructeurs payaient donc un droit sur la construction de ces véhicules, les réseaux aussi. Bien souvent ils étaient mis à l'extérieur, comme ça le visiteur pouvait les voir tout de suite. Je dirais que c'est l'ancêtre de la vignette mais pour le chemin de fer. Voilà donc la vignette qui vient d'ailleurs d'être supprimée. Voilà, autrement bon, donc dans le plafonnier on voit des trous, enfin ce qu'il en reste. Donc il y avait soit des lanternes à pétrole qui permettaient l'éclairage, ou alors carrément des cheminées pour le chauffage, parce qu'il y avait donc le fameux poêle qu'on entend toujours parler dans les vieux trains. Donc il y avait des poêles qui permettaient de chauffer les voyageurs l'hiver. Ça devait être un chauffage bien modeste, mais bon, ça chauffait un petit peu. Voilà un petit peu, disons, pour l'intérieur, ce que l'on peut retrouver, disons, de marquant sur cette voiture. Donc là, la particularité, ce qui est vrai qu'on ne voit pas partout, c'est que les cintres de toiture sont métalliques, donc ils sont costauds, c'est rigide, et ils étaient doublés par un cintre en bois qui lui était emboîté donc dans les mortaises, et c'était ce qui permettait de supporter la toiture. Et dessus c'était de la frisette, hein, des lattes de bois qui étaient clouées dessus ou vissées. Et dessus donc il y avait une bâche après en goudron, bien souvent, en papier goudronné, qui permettait d'avoir une étanchéité parce que les voitures n'étaient jamais stationnées à l'abri, elles étaient toujours dehors, donc il fallait qu'elles résistent aux intempéries. Voilà. Puis donc après on va aller voir dehors un peu l'extérieur de la voiture, on va retrouver la frisette extérieure. Donc on va passer peut-être par là, ça sera le plus facile. Alors ce qui a permis que cette caisse soit en assez bon état, je dis bien assez bon état, c'est que son propriétaire, lorsqu'il l'a récupéré, il a cloué du grillage dessus, il a projeté du ciment. Donc ce ciment a empêché l'eau de raviner sur le bois et puis donc de le pourrir rapidement. Donc ce ciment, bien sûr, nous pour l'instant on le laisse, c'est la protection. On ne sait pas encore si le jour de son enlèvement, on l'enlèvera ou on le laissera parce que bon, c'est sûr que c'est un poids important. D'un autre côté, c'est peut-être également de la rigidité pour la caisse. Enfin, tout dépendra des moyens qu'on utilisera au moment du sauvetage. Donc ça, on aperçoit très bien là, la frisette sous le ciment. On a cassé un petit morceau pour voir comment c'était, vous voyez. Donc on aperçoit le grillage avec la frisette d'origine. La frisette est en teck, hein. Toute cette voiture est faite en teck, donc en bois des îles, comme c'était un bois qui était courant à l'époque. Parce qu'il était en plus imputrescible et comme on avait à l'époque les colonies, c'était pas un problème de trouver du teck. Tous les bords de fenêtre, eux, ils sont apparemment en laiton d'après ce qu'on a vu. Et donc ça protégeait donc la frisette qui était en bas. Le plus important dans un train, c'est pas de savoir le faire rouler, c'est plutôt de savoir comment on l'arrête. Parce que un train qui fait une locomotive qui fait 14 tonnes avec une rame qui en fait 30 ou 40 derrière, ça s'arrête pas sur 2 mètres. Et il faut toujours anticiper. Et c'est là que nous, on a, entre guillemets, un devoir de formation avec les bénévoles. Et c'est ce que l'on essaye de faire.
Je dirais que le rêve pratiquement de tous les amateurs que l'on est, c'est un jour de conduire un train à vapeur, et bon là on a la chance de le faire quand on veut. Donc on les met rapidement sur les locomotives, on leur apprend à faire le plat de charbon, des cendriers, enfin entretenir tout l'entretien courant qu'il y a à faire sur la chaudière. Et puis en principe on les laisse 1 an comme ça pour qu'ils se familiarisent bien avec les 3 ou 4 locomotives qu'il y a dans la collection. Bon, et puis bon, pendant 1 an à peu près on les met en double avec, sur toutes les machines, on les fait tourner, on leur apprend à conduire les trains avec un gars donc, de chez nous qui sait. Et donc c'est le président, si vous préférez, qui donne l'autorisation à un gars par écrit comme quoi il est OK pour conduire une locomotive. Là, la bête est propre. Alors dans le temps, les anciens, eux, ils servaient des fagots pour l'allumage d'une locomotive. Parce qu'il y avait des équipes qui chargeaient de l'entretien des voies et qui coupaient toutes les branches qui dépassaient, tout ce qui était trop long. Et on s'en servait pour l'allumage des locaux, pour chauffer dans les wagons aussi. Dans les wagons, dans les voitures à voyageurs, c'était la même chose. Pas sûr que ça prenne encore aujourd'hui, facilement. C'était un peu. Alors, contrairement au bois, le charbon a un avantage, c'est qu'il aime bien être enrichi en oxygène. Donc l'eau aide beaucoup à la combustion du charbon. D'ailleurs, sur les locomotives plus sophistiquées, il y avait un humidificateur. D'une part pour éviter la poussière dans la cabine, parce qu'elle roulait quand même beaucoup plus vite. Il y avait des tourbillons d'air derrière la cabine, dans le temps d'air. Et en même temps, ils humidifiaient le charbon, ce qui lui donnait un petit peu d'oxygène. Et hop, ça s'enflammait instantanément. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait. Parce que sur Paris-Le Havre, ça n'arrêtait pas. Il y avait quelques tonnes qui descendaient dans les bras du chauffeur. Et c'est un endroit stratégique sur une locomotive, ça. Parce que d'abord, il y a une dépression qui se crée à l'intérieur. Une dépression qui est faite par l'échappement de la vapeur. Qui a travaillé, qui passe au cylindre et qui repasse à travers la chimie. Et à ce moment-là, vous aspirez un petit peu l'ensemble des gaz, l'air chaud, et vous activez considérablement le feu. C'est ce qui permet de donner des coups de fouet à l'engin pour lui donner de la puissance en cas de besoin, quoi.
Alors il y a un appareil mécanique qui s'appelle le souffleur qui prend de la vapeur autour d'une collerette juste à la base de la cheminée qui aspire. Hein, et tous les gaz du foyer passent à travers les tubes avec beaucoup plus de vitesse. Alors, les gaz sont environ à 600 degrés. Hein. Alors, je suppose qu'il doit être un peu moins chaud à la sortie qu'à l'entrée. Mais enfin, c'est ce qui fait c'est le principe de la chaudière tubulaire. Depuis 1829, à peu près. Ce qui a modifié considérablement le rendement de l'engin. C'est un appareil sous pression, ça. Mais là, je le purge d'abord, parce qu'il y a de l'eau. Un graisseur spécial, c'est un graisseur à condensation, c'est-à-dire qu'on envoie de la vapeur déjà dedans. Donc ça réchauffe l'huile, ça la rend fluide, mais la viscosité correspond bien à ce qu'il faut pour les cylindres et les boîtes à vapeur. Alors pour pouvoir le remplir, bon bah, au fur et à mesure que vous consommez l'huile, c'est l'eau qui se condense, enfin la vapeur qui se condense et qui laisse de l'eau à la place. Ça y est, on a vidangé une partie de la flotte. Donc, on referme et maintenant on va le remplir. Comme il fait pas très chaud, lui il n'est pas très liquide. Il faut qu'on chasse l'air d'abord. Ça prend un certain temps. Ah, c'est un travail qui demandait de la patience, d'être posé. J'ai fait quand même pas mal d'accompagnement, j'ai vu comment ça se passait à l'époque de la vapeur. Notamment un petit peu sur le nord, mais surtout sur l'ouest. Mes parents ayant une maison de campagne en Normandie, donc je profitais. Je prenais le train à Saint-Lazare, demandais aux mécaniciens si je pouvais monter avec eux. Ben enfin bon, l'apprentissage pour nous autres s'est fait beaucoup sur le tas. Hein. Ah, c'est des rêves de gosse en fait. À notre niveau en tout cas. À notre niveau d'amateur. Ah. Une locomotive sans chiffon, c'est pas une locomotive. On a toujours besoin. Et puis on sait jamais. Si quelque chose fuyait de trop, ça permet un petit peu de se protéger aussi. Même une petite locomotive timbrée à 10 kg, c'est quand même. Ça peut être dangereux. Donc toujours être prudent, de ne pas prendre des jets de vapeur, pas faire le coup de la bête humaine, enfin du film, la bête humaine. C'est le niveau d'eau qui craque. Mais sur les grosses machines, le niveau d'eau est à cette hauteur. C'est pour ça qu'il se le prend dans la figure. Nous, il est plus basse, donc on se prendrait dans le ventre. Donc on fait attention. Alors on ferme. Alors, on va rejeter un petit coup d'œil au feu. Ça brûle bien, c'est tout beau ça. On va lui donner de la vigueur.
après un usage assez intensif, d'une heure ou 2 heures, on vérifie toujours le graissage des différentes pièces mobiles. Et ce qui vous permet quand vous faites le graissage aussi de vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu, qu'il n'y ait pas des pièces qui se démontent. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais ouais. Bon, ça, tous les moteurs rotatifs de ce principe-là, c'est pareil. Hein. Sur les bateaux à vapeur, c'était le travail des graisseurs. Il y en avait souvent 2 ou 3, hein, et qui se baladaient toute la journée. Hein. Quand ils avaient fini un point, ils recommençaient un autre. Tiens Daniel, tu l'as accroché celle-ci. Hein? Bah, il faut la monter là-haut. Hein. L'association s'est créée dans le domaine ferroviaire amateur assez tard, disons dans les années, elle s'est créée en 76, et donc en 76 déjà il y a les grosses associations comme le Vivarais, comme le chemin de fer de la baie de Somme existaient déjà et avaient récupéré tout ce qui pouvait traîner sur les réseaux qui étaient en train de fermer ou qui venaient de fermer. Nous, donc, on a récupéré ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire ce que les gens ne voulaient plus. On a donc toutes les petites caisses qui étaient pourries dans les campagnes. Et puis, finalement, c'est sûr que le travail, il est un peu plus loin. On y met sans doute le double de temps pour la restaurer. Mais à la fin, ça fait qu'on a une collection qui est vraiment particulière, puisque à la fin des réseaux, quand ils ont fermé donc du temps de la baie de Somme et du Vivarais, pour les citer, eh bien, le matériel était devenu pas standard, mais bon, il restait des voitures du réseau breton. La plupart du temps, c'était à peu près les mêmes constructeurs. Les locomotives étaient à peu près identiques, les diesels aussi. Donc, ils avaient pas standardisé, mais disons, ils avaient modernisé le matériel et on trouvait à peu près partout pareil. C'est-à-dire que nous, bon, la fermeture de ces réseaux pour le plus tard, c'était dans les années 50, je crois, pour les tramways d'Ille-et-Vilaine. Donc ça fait déjà bien plus longtemps, et ce matériel-là avait complètement disparu des réseaux dans les années 70, enfin 68-70 quand se sont créés les premiers réseaux d'amateurs, et donc c'était pas inconnu puisque bon, les archives ou les photos étaient là pour en parler, mais personne à l'époque ne s'intéressait à ça. Donc nous on s'est entre guillemets engouffré dans ce petit créneau, puisque de toute façon il n'y avait pas trop le choix, et c'était ou reconstruire du neuf mais on n'en avait pas les moyens, ou alors récupérer et puis restaurer, et puis finalement je pense que c'est le meilleur moyen, parce qu'on a sauvé un patrimoine qui de toute façon à l'heure actuelle n'existerait plus. Dans nos recherches, on s'oriente plus maintenant à trouver du matériel en dehors des régions que l'on a, pour justement présenter du matériel différent, parce que c'est vrai que dès qu'on quitte un département, à part l'Ille-et-Vilaine et la Sarthe, où vraiment le matériel était identique, sinon les couleurs, le matériel est totalement différent au niveau esthétique, parce qu'il y en avait un, il était tourné, l'autre il était en bois verni, il y avait des caisses qui étaient carrées, d'autres qui étaient pas carrées, enfin bref, il y a vraiment, c'est très très riche comme matériel, c'est vrai que pour le commun des mortels, et c'est normal, un train c'est un train, une locomotive c'est une locomotive, mais quand on voit la collection, qu'on regarde et puis qu'on s'y intéresse un peu, on s'aperçoit que finalement aucun réseau n'était identique et aucune machine n'était identique. Par exemple dans la collection on a 2 locomotives identiques, il est impossible de prendre une bielle de l'une pour la mettre sur l'autre parce que ça rentre pas, ça n'a pas été étudié pour qu'on puisse changer les pièces. Donc c'est vrai qu'on a un matériel qui est bon, c'est très coloré, on a des rames de... C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu le coup d'œil, c'est l'avantage, c'est que on essaye de représenter un petit peu, pas tout parce qu'on ne le pourra jamais, mais représenter un petit peu ce qui se faisait en France au niveau des petits tacos comme les appelaient les anciens.
il y a au moins une chose qu'aura amené les musées comme nous, quoi. C'est une reconnaissance au niveau du patrimoine ferroviaire. Parce qu'il y a environ 30 ans en arrière, on nous prenait vraiment pour des... Enfin, pour ceux qui étaient dans les associations, parce que moi j'étais un peu jeune, mais dans ceux qui étaient dans les associations, on les prenait vraiment pour des dingues, quoi. Faire rouler des trains pour le plaisir, c'était vraiment quelque chose de complètement saugrenu. Depuis 81, il y a eu des monuments historiques qui étaient ferroviaires, donc nous on en a 21, mais je crois qu'en France on doit avoir maintenant 150 ou 200 pièces classées. Et je pense que c'est la meilleure reconnaissance qu'on a pu avoir de ce côté-là.